Troisième temps de notre soirée d'alerte sur les menaces sur la liberté d'informer dans notre pays. Nous venons de le voir, nous avons un pouvoir qui ne sait pas ce qu'est un journaliste. Christian Paul, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été longtemps député socialiste, j'allais dire indépendant, critique sous le dernier quinquennat, celui de François Hollande. Et vous avez travaillé sur ces questions. Et vous avez vous-même été membre d'un gouvernement, secrétaire d'État à une époque. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui dit voilà, les journalistes, c'est des justiciables comme les autres? Je pense que c'est un contresens politique et juridique très profond qui révèle la volonté de faire une chasse à ceux qui informent dans des conditions de relative impunité. Pas forcément de totale impunité, mais quand même, on voit bien qu'il y a cette tendance-là depuis maintenant 2 ans, et peut-être il y a eu des prémices avant. Mais ce qui est assez fascinant dans cette réaction, c'est qu'à aucun moment, la ministre n'évoque la liberté de la presse. À aucun moment, elle ne dit même simplement il y a d'un côté la liberté de la presse et de l'autre côté la protection de l'État. On pourrait entendre cette recherche d'un équilibre, même si dans ces domaines, la recherche de l'équilibre peut être très périlleuse. Mais elle ne défend pas un seul instant la liberté d'expression ou, en l'occurrence, la liberté de la presse. Et c'est ça qui est sidérant. On a l'impression qu'il y a une inculture politique et une inculture démocratique, et c'est ce qui est le plus frappant. Alors après, quand on écoute d'autres membres du gouvernement, on voit bien qu'il y a une volonté plus affirmée. C'est pas seulement un rappel à la loi, c'est un rappel à l'ordre permanent. Alors, je voulais, dans ce troisième temps, vous mettre, Christian Paul, avec Dominique Cardon, qui est sociologue. Vous êtes à Sciences Po, vous êtes venu souvent à Mediapart parce que vous avez pensé les défis démocratiques. Et là, on est plutôt dans la contre-révolution, on pourrait dire, du numérique. Vous êtes directeur du Media Lab à Sciences Po. Alors, pourquoi tous les deux? C'est parce que vous, Christian Paul, vous aviez été sous la législature précédente. Vous avez voulu coordonner, vous êtes le rapporteur de ce document qui est toujours à l'Assemblée nationale et que nous brandissons à tous les parlementaires qui veulent faire régresser la liberté de la presse en rappelant que l'Assemblée a une mémoire, une histoire. Donc c'est un rapport qui a été terminé à l'automne 2016 d'une commission assez originale puisque c'était 13 députés, dont l'actuel ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester, et 13 représentants de la société civile. J'y étais comme journaliste. Donc, c'était une commission sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, intitulée « Un nouvel âge démocratique ». Donc, on peut dire que c'est un peu le chant du cygne de l'espérance de tirer vers le haut. On va espérer qu'il est provisoire, ce chant du cygne. En tout cas, pour l'heure. Ce qu'il faut rappeler, et vous le savez en première ligne, c'est que ce rapport il a été adopté à l'unanimité. À la fois les représentants de la société, les experts, les journalistes comme vous, et puis les députés de tous les horizons, y compris d'ailleurs l'actuel ministre de la Culture, qui est aussi le ministre de l'information, enfin qui devrait être le ministre du droit de l'information et de la liberté de la presse. Et donc il y a une sorte d'amnésie, là, très clairement, qui est très frappante. Vous savez, on est dans un moment où ceux qui sont arrivés au pouvoir par les urnes en 2017, ils avaient l'impression d'avoir devant eux une page blanche. On pouvait, au fond, oublier les combats du passé. Et s'agissant des grandes lois de la Troisième République, celles dont on parle ce soir en particulier, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas quand même le début de révérence nécessaire devant quand même les piliers de l'État de droit. Alors Dominique Cardon, comment vous observez ce que nous, on a parlé de contre-réforme, hein, comme il y a une espérance, et puis là, on sent à l'échelle du monde, mais on le sent dans ce pouvoir qui est venu par les réseaux sociaux, qui est venu en jouant totalement, y compris ces fake news, on l'a documenté, y compris ces comptes anonymes, enfin toute la pratique la moins vertueuse du numérique, et qui, en fait, diabolise le numérique, parce que tout ça est fait au prétexte d'un peuple numérique qui serait dangereux. Ben, bon, il y a un moment contextuel là, très très fort, mais qui s'inscrit dans une grande transformation aussi. Il y a les gars du numérique. D'un débat qui, on en discutait tout à l'heure, est aussi
une rengaine, hein, parce que ça revient tout le temps. Mais là, je pense effectivement qu'on est dans une conjoncture de vraie transformation, c'est-à-dire que cette liberté qui est venue d'une anomalie dans l'histoire des technologies, qui est l'histoire du web, de donner à chacun cette sorte de liberté d'expression, de parole, la possibilité de se connecter, etc., a toujours gêné. Voilà, elle a toujours gêné. Le désir de régulation a toujours été très très fort. Et là, on est dans une sorte de conjoncture très très particulière. Vous voulez dire qu'elle a toujours gêné historiquement et que là, elle est totalement démultipliée technologiquement, donc elle gêne encore plus? Oui, alors, bon, mais là, je ferai le sociologue pour dire que quand le web est né, on a ouvert cette possibilité de s'exprimer sans que les gatekeepers viennent sélectionner, vérifier, trier, dire oui, non, publier, pas publier. Donc on a ouvert la boîte à l'expression, comme ça. Mais le public qui était présent était un public d'hommes blancs, masculins, diplômés. C'était le premier public de l'Internet. Et donc on a fabriqué cette idée très positive, hein, de la liberté d'expression. Il y a une transformation morphologique majeure. Et là, moi, je remets un peu de facteurs sociologiques dedans. C'est que maintenant, la massification des usages, donc sa démocratisation, le fait que tout le monde peut s'exprimer. N'importe qui de la démocratie. Le vrai n'importe qui de la démocratie, celui de Jacques Rancière, celui de l'égalité, voilà, de l'égalité profonde, fait que s'exprimant, ceux qui avaient loué les capacités d'émancipation de l'Internet, donnant la parole à chacun, sont en train de se dire mais les gens font un très mauvais usage de cette liberté, ils parlent mal, ils ont des propos séditieux, il y a des troubles, des batailles, des difficultés, des fake news, toute une série de choses qui arrivent et qui sont la conséquence même de la même transformation technologique, et que du coup il faudrait faire taire un petit peu tout le monde. Et donc là on sent bien qu'il y a une sorte de moment de bascule vers l'idée assez étrange de vouloir quand même augmenter considérablement les raisons de rendre illégitimes un certain nombre de propos sur Internet, parfois pour de bonnes raisons, mais là on a les lois pour le faire et une loi historique qui est présente, mais aussi on le voit là dans les débats qui ont eu lieu aujourd'hui avec les amendements pour d'assez mauvaises raisons. Et vous, dans plusieurs de vos textes, vous relativisez même la focalisation de ce pouvoir sur les fake news. Oui. Vous-même, vous dites, voilà, d'une part, tout le monde est crédule, donc il n'y a pas, voilà, il y a des fake news, y compris d'en haut, de la propagande, et donc vous démontez cette idée qu'il y aurait forcément, et on rejoint y compris ce qui s'est joué dans l'imaginaire politique sur les gilets jaunes, hein, c'est-à-dire une sorte de peuple qui serait la plèbe, qui serait forcément violent, qui serait forcément ignare. Mais est-ce que ce n'est pas de la naïveté donc, de voir comme vous le voyez? C'est d'essayer de tordre le bâton dans le temps. Parce que vous savez, quand on veut réguler, on invente le problème. Hein, et donc là, on a un problème qui serait fake news, qui serait le grand problème de nos démocraties, ou déferlement de haine sur Internet. C'est-à-dire qu'on cesse de dire qu'il y aurait un déferlement de haine sur Internet. Il y a toujours eu de la baston sur Internet. Il y a toujours eu des disputes, etc. Mais en faire le problème majeur d'Internet, le construire. Et là, on a un faisceau et beaucoup de gens très très différents, d'ailleurs, qui contribuent à produire ce discours selon lequel la haine serait l'expérience majeure que feraient tous les internautes aujourd'hui dans leur vie numérique, est faux. Voilà. C'est très présent. Il y a des endroits particuliers, des territoires du web, et notamment les personnalités importantes qui sont soumises à des mouvements d'attaques massives très très problématiques et sur lesquels il faut ne pas être naïf. Mais dire que c'est l'expérience de tous les internautes, c'est assez faux. Hein, voilà. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on est en train de construire autour de la technologie et du coup d'Internet, de le rendre, avec beaucoup de déterminisme technologique, de rendre la technologie responsable d'un certain nombre des transformations et des tumultes politiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en disant c'est de la faute des fake news si Brexit, c'est de la faute des fake news si Donald Trump, etc. Alors on sait bien, et là on a des enquêtes de recherche pour montrer qu'il y a eu énormément de fake news. Alors de fake news au sens de la désinformation, c'est-à-dire des stratégies de manipulation organisées par des acteurs multiples et variés, mais on n'a aucune démonstration que ça a eu
eu des effets sur les gens. Et c'est une des choses importantes pour la sociologie des médias, c'est qu'on ranime avec ce déterminisme technologique l'idée que les médias ont des effets forts sur les gens. Tout d'un coup, si vous regardez des bêtises à la télévision, vous allez être bête. Voilà, si vous allez voir, etc. C'est un vieux débat chez les sociologues. Une sociologie d'en haut et qui ne voit pas l'autonomie de l'individu, en clair. Qui ne donne pas d'agentivité à l'individu, qui pense que c'est le modèle, on appelait ça seringue hypodermique, c'était dans les années 40 quand on a créé ce modèle des effets forts, c'était pour la radio, qui hypnotisait les gens. Bon, le modèle qu'on a aujourd'hui est plutôt de dire que les effets sont limités, sont diffractés, puis surtout quand on est aujourd'hui traversé par l'information de partout, parce que le numérique, c'est ça qu'il a fait aujourd'hui, les effets sont diffractés, ils sont multiples, ils sont variés. Il y a des effets, des médias, mais penser qu'ils aient des effets forts est sans doute assez inconséquent, et dire qu'ils ont des effets forts, c'est fabriquer le problème public, c'est fabriquer l'idée de la crédulité de l'internaute et des agents sociaux, et donc c'est fabriquer aussi l'idée qu'il faudrait les protéger, et donc c'est fabriquer une régulation pour essayer d'éviter qu'ils soient soumis à un certain nombre de messages ou de contenus qui menaceraient leur... cette idée d'un individu faible et manipulable et crédule. Alors, Christian Paul, donc, comme je le disais, vous avez suivi, vous êtes investi sur ces questions du numérique. Le rapport, c'est un nouvel âge démocratique. Bon, naïveté, tomber à côté, parce que là, on voit un nouvel âge de régression antidémocratique. Oui, mais enfin, comme tous les manifestes politiques, et c'en est un, c'est un travail parlementaire avec des dizaines et des centaines d'auditions, c'est une confrontation de points de vue, mais ça se termine effectivement par un manifeste qui, lui, est plutôt positif, optimiste, et qui devient, pour nous, un peu la feuille de route. Après, Oui, parce que c'était pour des mesures législatives, oui, pour refonder le droit de savoir, augmenter... Voilà, ce travail parlementaire, il est arrivé parce que nous avions constaté, pendant cette législature, pendant la période 2012-2017. Mais en fait, c'est vrai, ça remonte au début de l'Internet ouvert à tous en France, c'est-à-dire aux années 90. Depuis cette période-là, à chaque étape, il y a eu une diabolisation de l'Internet. Internet est devenu le bouc émissaire de tous les désordres du monde. Et à chaque étape, effectivement, il y a eu la tentation, généralement stoppée, plus ou moins, on l'a vu avec la loi Hadopi, on ne l'a pas totalement stoppé, mais enfin on en a quand même à peu près à l'époque annulé les effets. Et c'est vrai que là, avec ce qui se joue en ce moment, c'est la première fois que les digues tombent les unes après les autres. Et donc, fallait-il, nous n'étions pas naïfs. Cher Élu Planel. D'ailleurs, vous étiez là pour nous rappeler de ne pas l'être. Et d'autres aussi. Mais simplement, nous avons écrit et voter ce qui nous paraissait juste, nécessaire et bon pour le pays. Qu'ensuite d'autres, pratiquant la page blanche, sans la culture démocratique que nous avions partagée à ce moment-là, prennent des positions radicalement différentes, c'est ce que nous observons. Et je crois que c'est effectivement gravissime. Comme le débat précédent sur le droit des journalistes à travailler, là c'est le droit des Français, des citoyens à s'exprimer. Et il y a en ce moment, c'est vrai, une nouvelle étape de régulation répressive qui se prépare. Mais comment, vous qui connaissez en fait cet univers, parce que ceux qui sont au pouvoir ne viennent pas de nulle part, y compris certains étaient dans le pouvoir précédent, Il en est de plusieurs origines. Oui, hein, et il y a peut-être du pouvoir d'avant ceux qui ne partageaient pas nos points de vue. Et il y en avait. Rappelez-vous les batailles avec Jean-Jacques Urvoas et quelques autres. Pourrait-on dire. Oui, autoritaire. Qui avait des tentations autoritaires. Manuel Valls en était d'ailleurs le chef autoproclamé. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent, qui n'ont pas, à différence de ce que rappelait Dominique Cardon, qui n'ont pas cette culture des différents âges de l'Internet. Où, il y a 20 ans, c'était la question de la vie privée. On voulait réguler l'Internet parce qu'Internet était intrusif. Ensuite, il y a eu des craintes sur le commerce électronique. Il fallait avancer, mais très, très prudemment. Ensuite, il y a eu la question dite du piratage, c'est-à-dire la façon dont les industries créatives ont tenté de protéger leur précaré. Il y a eu ensuite, dans le moment de l'offensive terroriste, il y a eu la loi renseignement. Donc à chaque étape, Internet est la cible.
Et Internet emporte toujours des circonstances aggravantes au nom de l'effet de masse. Bon, il faut quand même se rappeler qu'avant Internet, il y avait la télévision. Et que la télévision, c'était un média de masse, il était vertical. Internet a ce mérite, et là il est conforme à sa promesse initiale, c'est qu'il permet le partage, il permet évidemment une information infiniment plus pluraliste que l'ORTF, et donc on devrait saluer Internet. Et moi je ne regrette pas un instant ce que nous avons écrit, parce que je pense que c'était, et ça doit rester effectivement, dans un imaginaire positif qu'il faut penser l'avenir du numérique. On voit bien que c'est le débat séculaire de l'émancipation et de la domination. Et en ce moment, effectivement, ce sont plutôt les tenants de la domination qui sont au pouvoir. Les tenants de l'émancipation, ils ont battu en retraite ou ils ont été battus dans les urnes. Mais rassurez-vous, et vous le savez bien, ils ne sont pas endormis. Mais Dominique Cardon, ce qui est dans ce retournement, donc cette contre-réforme, où on veut faire régresser les libertés, non seulement les libertés que permet Internet, mais derrière là, on le voit ce soir, des libertés plus fondamentales, c'est-à-dire on tire et on défait toute la plotte, et on va jusqu'à régresser très loin. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a une alliance entre les puissances étatiques et ces puissances économiques sans frontières que sont les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. On a vu cet étonnant texte du patron de Facebook qui vit au fond une grande crise interne à répétition, qui a accompagné tous les trafics de données, qui utilise ses utilisateurs sont le produit, la publicité, le scandale Cambridge Analytica, etc. Et c'est Facebook qui appelle les États, qui dit faisons une alliance. C'est-à-dire Facebook fait son fric en clair avec le peuple et ils demandent aux États faisons une alliance pour gendarmer ce peuple. Non ? Oui, je caricature. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, il faut dire, ils sont sous le feu de tellement de critiques et que c'est une boîte d'ingénieurs. C'est une boîte d'ingénieurs, tout d'un coup, ils se rendent compte de l'incroyable pouvoir qu'ils ont. Et finalement, ils sont mal à l'aise avec cette affaire-là. Ils cherchent à gagner de l'argent, etc. Mais dans ce mal à l'aise, on a une grande transformation. Et là, celui-ci, c'est une transformation du rôle que ces acteurs ont joué historiquement dans la fabrication du numérique. C'est qu'ils ont accompagné très longtemps des idéaux de liberté d'expression et de résistance à des régulations que les États, sur la propriété intellectuelle, sur toute une série de choses, cherchaient à leur imposer. Aujourd'hui, ils se rendent complètement complices des volontés régulatrices des États. Et alors là, on le voit bien, effectivement, une sorte de dispositif qui se met en place entre les États de censure privée et les plateformes, avec en plus un compromis qui est là, vraiment un des problèmes fondamentaux, mais dont vous avez déjà discuté, qui est que l'appareil judiciaire étant complètement incapable de traiter toutes les informations qui circulent et les mettre au regard des lois en question, on extrajudiciarise la question en demandant aux plateformes de sursignalement respecter les critères qui ont été fixés par les régulateurs. Et donc ça, c'est absolument malsain. De devenir censeur. Et de devenir censeur, c'est-à-dire ce sont des entreprises privées qui mettent en œuvre, en réalité, la loi et qui prennent des décisions pour arrêter des comptes, pour bloquer des contenus, pour empêcher la visibilité de certains contenus au regard des critères, des lois des différents pays qui leur ont été donnés et que sursignalement les internautes leur ont proposé. C'est vraiment une situation très problématique parce qu'on sait très bien ce qui se passe déjà, mais ce qui va être renforcé, notamment avec la loi Avia, c'est-à-dire qu'ils font fake news, la loi et fake news et la loi sur la haine sur la haine sur Internet plutôt. C'est que ne voulant pas avoir, débattu actuellement, ne voulant pas avoir de problème, ils surcensurent. C'est-à-dire dès qu'il y a un signalement, on va et on va du coup avoir toute une série de propos qui, devant un tribunal et devant les tribunaux de la 17e chambre et au regard des critères juridiques seraient parfaitement licites en réalité, vont être bloqués par cette nouvelle instance du droit et de la punition qui ont été confiés et que nous confions actuellement aux plateformes.
Ça, je pense que c'est un point clé. C'est-à-dire que depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire depuis près de 20 ans, à chaque fois qu'on veut mettre en place des lois répressives et aller plus loin dans la traque des internautes, encore une fois, ce n'est pas les motifs de fond qui font débat, c'est la manière dont la société et l'État répondent. À chaque fois, effectivement, c'est le transfert à une justice privée. C'est le transfert à des autorités administratives. On voit bien comment le CSA, depuis 20 ans, tente de mettre le pied sur l'Internet pour régenter l'Internet, et il va peut-être là réussir à le faire. Et tous les magistrats qui travaillent sur ces questions, et nous en avions auditionné quelques-uns, en fait, disent, mais avec davantage de moyens, alors ce n'est pas des centaines de magistrats en plus, c'est quelques poignées de magistrats en plus, spécialisés. Dans le cadre de la loi protectrice. Dans le cadre de la loi de 1881, quand c'est celle-là. Protectrice de la liberté d'expression et d'information. Dans le cadre du code pénal en général, parce qu'il n'y a évidemment pas que la question de la liberté d'expression dans cette affaire. Il y a on pourrait le faire. Avec plus de moyens, on peut faire avec plus de moyens. Et en fait, on transfère. Alors, aux algorithmes de Facebook, aux gendarmes du net que rêve d'être le CSA, ou à d'autres instances. Il y a toute une population de modérateurs dans des situations de sous-traitance absolument problématiques, dans tous les coins du monde, chargés bien sûr. d'effectuer en fait ce travail. Et donc, c'est une dépossession de l'état de droit. Alors, on dit souvent Internet n'est pas une zone de non-droit. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'État organise sa propre dépossession, et c'est un phénomène constant. Et chaque organise une fin de l'état de droit. Une fin de la capacité du juge à intervenir conformément à la loi. Et c'est, encore une fois, depuis 20 ans, une constante à chaque étape. Cette tentation est là. Et, simplement, en ce moment, c'est en train d'advenir. Pour illustrer ça, Dominique Cardon, on a été très frappé à Mediapart au point qu'on a médiatisé le fait de notre exception, c'est-à-dire de la régression dans notre profession du participatif. Vous visiez allusion, c'est-à-dire nos médias concurrents qui désormais n'acceptent que des blogs de VIP, c'est-à-dire de blogs d'experts qu'ils ont choisis, mais leurs abonnés, puisqu'ils se sont convertis à notre modèle, ne peuvent pas bloguer librement. Les commentaires, tout pareil, ils limitent le nombre, ils limitent la longueur, et tout cela n'étant pas modéré par les rédactions, étant modéré a priori en plus, et étant modéré par des personnels qui sont au Maroc ou parler pour les médias francophones ou à Madagascar, et par des spécialistes qui modèrent aussi bien des sociétés en tout commerciales, la SNCF, BFM comme Le Monde, tout ça mélangé. Et nous, on a été frappés de ça. On s'est dit, mais tout d'un coup, on devient comme une île, comme une île un peu à part. On est toujours vraiment participatif. C'est modéré a posteriori, c'est modéré en interne, et tout abonné a le droit, dans le respect de la charte, et s'il y a une alerte, on intervient. Bon, bref, et ça se passe. Et c'est pas la jungle pour autant. Donc, est-ce que vous avez été frappé de ça aussi ? Oui, non, mais c'est une des transformations frappantes c'est tout récent, toutes ces annonces. De cette transformation de l'état d'esprit du web, et dont on voit bien quel est l'imaginaire qui est derrière, c'est finalement de revenir à un truc un peu propre. Un Internet comme la télévision. Et comme les médias classiques. Donc il y a l'Anchorman, les sachants, Et voilà, et puis finalement tout ce bruit de la participation, tout ce désordre, cette anomalie sauvage, comme disait Tony Negri, cette chose assez improbable de poésie, de bruit, de disputes, de choses qui circulent. C'est vrai elle présente des risques, et il y a des endroits où il faut que la loi intervienne. Donc je ne cherche pas du tout à être naïf sur ces questions. Quand il y a quelque chose qu'il faut dépublier, on le dépublie. Mais le fait que ça tangue, le fait qu'il y ait des prises de risques, le fait qu'il y ait une polyphonie des discours, et que dans ces discours, que ça vive, voilà, est en train, et là je le dis pour rester optimiste, dans le haut de l'Internet, c'est-à-dire celui qui est devenu complètement central, les grands médias, etc., il a aujourd'hui en train de disparaître. Le club de Mediapart est un endroit de résistance à cet esprit. Mais on voit bien l'idée qui est derrière, c'est que c'est quand même indomptable. C'était un petit peu indomptable. Donc on essaye de le tenir. Pour rester optimiste,
ça ne fait pas disparaître l'idée que les gens peuvent toujours continuer à publier, écrire, se coordonner, etc. Et qu'ils le font à des endroits improbables. Alors ils le font sur les forums de jeux vidéo, ils l'ont fait un peu n'importe où. Le mouvement des Gilets jaunes nous a montré que finalement c'est sur cette plateforme commerciale, tant décriée et détestée, que s'est inventé toute une série de pratiques politiques, de mise en discours, etc., qui est absolument originale quand on la regarde bien. Alors elle pose elle aussi des difficultés et des problèmes qu'il faut regarder. Mais du point de vue de l'inventivité des techniques d'expression, des techniques de mise en discussion, des techniques de partage de vidéos, de textes, mais même de production de chansons, enfin de toute une série de choses. Les vidéos de chansons, justement les carmagnols, ou les Benalla, parce qu'il y a une grande chanson autour de Benalla. De recension des violences policières. Enfin bon, vous voyez bien que ça ne fait pas disparaître l'idée qu'on peut encore fabriquer avec le numérique plein de choses de ce type-là. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... Moi, je dis télévisionnisation du haut de l'Internet central, dans lequel cette tentative de jouer avec les publics, de jouer avec la participation, est revenue vers une asymétrie entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent, et de vérification que ceux qui parlent bien et ne proposent pas de propos qui dérangent ou qui soient trop séditieux. Alors je recommande, pour suivre tous ces débats, votre livre pionnier qui s'appelait « La démocratie Internet », collection La République des idées au Seuil, et au fond, on l'avait chroniqué à l'époque, c'était au début de Mediapart, et on reste fidèle, c'est ça, on reste fidèle à ce combat-là. Et ce combat, et je vais terminer par là avec vous, Christian Paul, on se dit, nous, à Mediapart, et on vient de le montrer en parlant des Gilets jaunes, le virtuel, c'est du réel. Là, nous sommes ici, dans ce virtuel, et vous allez dans le réel, mais en ayant parti avec le numérique. Vous organisez, avec notre confrère Guillaume Duval, d'Alternative économique, ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche, un festival des idées à la Charité-sur-Loire, c'est dans la Nièvre, si je ne me trompe, dont Mediapart est partenaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots, et est-ce qu'on parlera de cela, des médias, des Gilets jaunes, à ce festival des idées? Vous trouverez ça sur Internet. Oui, sur le site festivaldesidées.org, qui permet de... Ou sur son blog sur Mediapart. Voilà, évidemment. Et avec la possibilité de voir le programme, il y a une 40aine de débats, dont plusieurs d'ailleurs sont en résonance avec notre échange de ce soir. Il y a un débat d'ailleurs auquel vous participez sur... Une carte blanche de Mediapart vendredi soir. Les Gilets jaunes et après, il y a un débat qui est une question... très polémique, mais qu'on se pose depuis les débuts de l'Internet. C'est l'Internet est-il de droite ? Une question de savoir quel est le référentiel politique de l'Internet. Et on voit bien ce soir que c'est quand même extrêmement débattu, tout cela. Et puis, il y aura un autre débat très intéressant. Ce n'est pas le sujet ici, mais qui, pour moi, est un des sujets majeurs. C'est la transformation du travail. Donc, les robots, l'intelligence artificielle, comment se situer. Donc, voilà. Alors, un festival des idées, c'est pour réveiller les consciences. D'abord, et ensuite c'est pour faire tomber les murs qui séparent à la fois les citoyens de la politique, qui séparent les chercheurs de ceux qui décident, même si heureusement il y a des travaux qui aident à décider ou à réfléchir, et puis c'est aussi parce que nous sommes dans un moment politique très particulier, le souci de faire tomber les murs qui aujourd'hui divisent, tétanisent toutes celles et tous ceux qui participent, pas seulement des partis politiques, mais de ce qu'on peut appeler les forces de l'alternative. Et ces femmes et ces hommes, ils sont dans des syndicats, des associations, des ONG, dans des partis politiques, dans des territoires, dans des entreprises, dans des médias. Et nous allons essayer de les faire se rencontrer. Voilà, c'est ça le Festival des idées, première édition. Ça commence vendredi soir jusqu'à dimanche à la Charité-sur-Loire. C'est au centre de la France. Et donc, des citoyens, C'est ouvert, tout le monde. Tout le monde, ouvert à tous. En tout genre. Dans tout ce dont on parle ce soir, au fond, l'enjeu, c'est que le débat d'opinion est au cœur, la vérité des faits, la circulation de vérité, recoupée, sourcée, et notre profession est au service de cela. Et donc, avant de passer au dernier plateau de conclusion, je voudrais qu'on écoute quelqu'un qui parle de la vérité. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Elle disait ce matin, regardez, un directeur de la préfecture de police a dit que c'était faux. Il dément. Quelques heures plus tard, on le répète à peine. On dit, regardez, les images tournent en boucle d'une scène inadmissible et que je condamne. Je ne vois jamais la scène d'avant, la scène d'après. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé?
S'agissait-il d'individus qui buvaient gentiment un café en terrasse? Que s'est-il passé juste ensuite? J'ai cru comprendre qu'il y avait des images. Sont-elles montrées avec la même volonté de rechercher la vérité et d'apporter de manière équilibrée les faits? Non. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire.